On repart les amis, on repart avec Bertin Naoum, alors fondateur de Quantum Surgical. Salut Bertin. Bonjour. Ravi de te recevoir ici. Donc on parlait reconquête industrielle et on va parler évidemment de ce que tu fais, des robots médicaux, des robots chirurgiens, de l'assistance aux chirurgiens, parce que tu insistes toujours énormément sur le fait que non, on ne va pas se passer de chirurgien, on va juste assister le chirurgien. C'est ce fameux concept de l'homme augmenté. Mais cette histoire de reconquête industrielle, elle est au cœur de ta réflexion depuis un bon moment. Toi, tu es installé à Montpellier, toujours à Montpellier aujourd'hui, Bertin. Voilà, toujours à Montpellier. Ton premier robot, enfin, l'un des tout premiers, qui s'appelait Rosa, tu l'avais vendu, c'est des Américains, hein, Zimmer Biomet. Absolument. Et à l'époque, tu avais dit, j'aurais aimé réussir à réunir les conditions nécessaires pour aller plus loin dans l'aventure entrepreneuriale et faire rayonner mondialement une entreprise française dans le secteur des robots médicaux. Absolument. Et ça, c'était pas possible. C'était en quelle année? 2018, 2019 2016. 2016. C'était en 2016. Ah oui, puisqu'après, tu as fait Absolument. Quantum Surgical. Est-ce que les choses ont changé depuis? Alors, les choses ont changé. Alors, justement, j'ai donc relancé une société pour, justement, avec l'espoir, cette fois-ci, de faire ce que je n'ai pas réussi à faire chez MedTech. La situation a changé favorablement, d'une façon générale. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une prise de conscience, d'une façon générale, des autorités, du monde financier, de l'ensemble des acteurs économiques, du potentiel des entreprises innovantes, en particulier en France. Ouais. Et donc, ça va dans le bon sens. Alors, certains diront que ça va pas suffisamment vite, mais on peut en tous les cas observer que ça part dans le bon sens. Alors, comme je le disais précédemment, c'est vrai que, fort de cette ambition, après l'aventure de MedTech, avec un certain nombre donc, de mes associés, de mes anciens collègues, on s'est relancé dans une nouvelle aventure entrepreneuriale, en l'occurrence, avec la société Quantum Surgical. On continue à faire des robots, mais cette fois-ci pour le traitement du cancer du foie. On va y aller. Et quand même, tu me dis les choses vont dans le bon sens, mais enfin, de ce que j'ai bien compris, c'est que donc ta petite dernière, comment il s'appelle ton dernier robot là pour le... Epion. Epion, qu'on va voir d'ailleurs, je crois qu'on en a une image, mais tu nous le décriras tout à l'heure. Ce que j'ai bien compris, c'est quand même une co-entreprise en Chine qui fabrique... Et qui... Donc les choses vont dans le bon sens, mais enfin quand même, visiblement pas assez vite pour Bertin Naoum, ou en tout cas pas assez vite pour Quantum Surgical, c'est ça le sujet ? C'est vrai, parce qu'entre-temps, nos ambitions ont également augmenté de façon importante. C'est-à-dire que pour une société qui aurait été dans la même situation que celle dans laquelle on était il y a 10 ans, c'est vrai que l'écosystème est beaucoup plus favorable. À part que nous, aujourd'hui, on est beaucoup plus ambitieux, et ce qui fait que nos attentes, nos espérances, elles sont de façon telle qu'on ne trouve pas immédiatement ce dont on a besoin en France. Est-ce que tu peux nous dire, on aura le temps de parler du foie et de tout ça, etc., c'est en plus très très intéressant, mais est-ce que tu peux nous dire ce qui a changé? Parce que tu dis l'environnement, ok, mais qu'est-ce qui a changé concrètement? Et puis, qu'est-ce qui te manque encore aujourd'hui? Alors, ce qui a changé d'une façon générale, comme je le disais, c'est qu'il y a une prise de conscience générale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu dis « je veux faire une usine », tu ne te retrouves pas face à un mur qui va te dire « n'essayez même pas, c'est impossible », c'est ça? L'exemple peut-être qui illustre parfaitement cela, c'est le regard des banques traditionnelles vis-à-vis d'entreprises telles que les nôtres. Moi, lorsque j'ai commencé, il y a plus de 10 ans, c'est vrai que les banques ne comprenaient pas notre modèle économique. Des sociétés qui ne font pas de chiffre d'affaires, etc. Aujourd'hui, elles ont compris, elles l'intègrent, elles ont compris que ce sont les entreprises de demain, et donc elles font beaucoup d'efforts pour essayer d'attirer on va dire, des entreprises telles que nous. Donc ça illustre la façon dont les choses ont changé, d'une façon générale. Alors, après, au-delà de cela, c'est vrai qu'il y a aussi au niveau de... Je crois que dans tous les pays, à commencer par les États-Unis, on voit la façon dont l'innovation est un vrai vecteur de création de richesse, création de valeur. Et donc, on commence à prendre conscience que l'économie de demain, c'est également les entreprises, c'est également les startups d'aujourd'hui. Ce qui est... Alors, si on met ça sur le secteur de la santé... Là, ce qu'on vient de traverser, forcément, ça t'inspire des commentaires, Bertin. Notre rapport au risque, la façon dont on a géré tout ça. Comment est-ce que tu regardes cette épreuve qu'on a traversée ensemble? Je crois qu'il n'a échappé à personne qu'on est dans une situation assez étonnante d'être l'un des rares pays, en tous les cas industrialisés, en tous les cas en Europe, à ne pas avoir été capable d'avoir une société, une start-up, une entreprise qui fournisse des vaccins. Et donc ça illustre parfaitement la façon dont on a tendance à décrocher, parce que on investit insuffisamment justement dans
ces entreprises, ces startups, en l'occurrence de biotechnologie, qui ont les compétences pour pouvoir mettre au point des vaccins tels que celui contre le Covid-19. Et ça, c'est quoi? C'est notre rapport au risque aujourd'hui? C'est exactement cela. C'est notre rapport au risque, surtout dans des secteurs tels que la biotechnologie qui requièrent des moyens extrêmement importants et donc effectivement une prise de risque d'autant plus importante. Mais en fait, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, c'est-à-dire que si on veut être présent, et on voit aujourd'hui, avec la crise sanitaire que l'on vit, on en paye les conséquences assez rapidement. Donc il faut investir. Moderna a perdu de l'argent enfin on perd encore d'ailleurs, on verra bien, mais on perd depuis 10 ans, voilà. Et des millions. Voilà. En attendant, à un moment le déclic. Le côté industriel, c'est-à-dire, toi, dans le robot, donc il y a le logiciel, l'ensemble de l'intelligence du robot dont on a parlé, mais est-ce que le côté industriel aujourd'hui t'intéresse? Absolument. Notre activité, elle est foncièrement industrielle. Au croisement des deux. Absolument. C'est-à-dire que nous, on a des usines, on fabrique, on a des techniciens, des ingénieurs qui assemblent des robots. Donc à on Montpellier, à Montpellier, absolument, absolument. Et y compris la société Zimmer Biomet qui a racheté ma start-up à l'époque MedTech est restée à Montpellier. Ils sont en train de construire un bâtiment de plus de 5000 m². Juste en face d'ailleurs, je crois. Un peu plus loin. Un peu plus loin. Et en l'occurrence, ils sont en train effectivement d'augmenter les capacités de production. Ce qui m'amène effectivement à la question que tu me posais tout à l'heure concernant, je dirais, l'industrialisation de la France. Ouais. C'est vrai qu'on a un peu parlé au cours des derniers mois avec la crise actuelle, et c'est vrai que nous, on a pris conscience que, mine de rien, sur notre territoire, à Montpellier, dans une région qui n'a pas une histoire industrielle extrêmement importante, en l'espace de quelques années, on a créé une vraie filière de technologique à forte valeur ajoutée, en l'occurrence la robotique médicale, qui aujourd'hui, sur nos territoires à Montpellier, représente plus de 300 emplois directs, dans près 80 dans des activités vraiment de production, des emplois à forte valeur ajoutée, et qui vont se développer encore dans les années à venir. Et donc ça montre la façon dont, si on investit, si on y croit, on est capable de créer effectivement des pôles industriels à forte valeur ajoutée sur notre territoire. Donc peut-être là maintenant ça va être possible de faire rayonner mondialement une entreprise française dans le secteur des robots médicaux. Donc tu as commencé avec Rosa. Non, Brigitte d'abord. Alors Brigitte, le premier c'était Brigitte. Brigitte, on a revendu. le genou. Voilà, le genou, c'est ça. Ensuite Rosa, le cerveau. C'est ça. La troisième, donc redonne-moi le nom là. Alors après c'était encore Rosa, mais la colonne vertébrale. Oui, et le troisième. Et là nom, maintenant c'est Epion. Voilà, Epion, c'est magnifique. Voilà. Pourquoi tu leur donnes ces noms? T'as des filles, Bertin? Non, j'ai pas de filles. Malheureusement, j'ai que des garçons. Mais par contre. C'est ça, en fait, c'était gamine les robots. Ouais, c'est un peu ça. Vous êtes des grands enfants, en fait. Je compense. Alors Epion, en l'occurrence, c'est une déesse de la mythologie grecque. C'est la femme d'Asclépios, qui est le dieu donc de la médecine, et donc c'est la déesse qui soigne les maux. Et c'est vrai qu'on a trouvé donc l'image derrière ce nom nous paraissait relativement intéressante, et c'est pour ça qu'on est parti sur ce nom, Epion. Alors, ce qu'on voit là, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu? Donc j'imagine, c'est une forme d'unité centrale finalement, oui, avec un bras robotisé. Alors on est toujours dans le concept de ce qu'on appelle les traitements, la chirurgie guidée par l'image. C'est-à-dire qu'il y a une partie, effectivement, comme on peut le voir sur les images, où on va récupérer des images scanner, IRM, et planifier l'acte que l'on souhaite réaliser. En l'occurrence, dans le cas du traitement du cancer du foie, c'est venir brûler une tumeur, ce qu'on appelle resséquer une tumeur. Et puis il y a la partie robotique qui va guider la main du praticien pour pouvoir placer l'instrument très précisément à l'endroit qui a été identifié sur les images préopératoires. Donc c'est toujours le même concept dans lequel on est. Cette fois-ci, donc on est sur un traitement complètement différent, puisqu'on s'attaque à malheureusement un des cancers qui est le plus répandu, puisque c'est le 6e cancer en termes de fréquence, mais c'est le 2e en termes de mortalité. C'est plus de 800 000 nouveaux patients chaque année dans le monde, dont 8 000 en France. Et donc il y a fort à faire pour, en tous les cas, proposer aux praticiens des outils qui vont permettre de traiter les patients avec plus d'efficacité. Et c'est ça, on est bien d'accord, il ne s'agit pas d'aller, parce qu'il y a des dispositifs comme ça aussi, d'aller délivrer la chimio ou la molécule soignante, etc., au plus près de la tumeur. Non, c'est vraiment brûler la tumeur. Alors c'est ça. Alors en l'occurrence, ça s'appuie sur une technique qui, pour le coup, est connue depuis un certain nombre d'années, qui est ce qu'on appelle en fait l'ablation percutanée. Très simplement, ça consiste à introduire une aiguille au travers de la peau. On va venir cibler donc la tumeur, la lésion, et cette aiguille va délivrer une forme d'énergie.
du chaud, du froid, peu importe, et donc venir brûler localement la tumeur. L'intérêt de ce type de traitement, c'est que ça permet de traiter des tumeurs de façon extrêmement précoce, lorsque la tumeur est encore de taille relativement limitée. À un moment où, par exemple, d'autres types de traitements, tels que la chirurgie, n'est pas possible. Donc ça s'inscrit. Pourquoi ? Parce que ton robot est plus précis ? Parce que tout simplement, ouvrir le patient pour venir retirer une tumeur qui fait quelques millimètres de diamètre, c'est très compliqué en termes de balistique. Voilà, et donc là, l'avantage, c'est qu'on est capable de traiter une tumeur de façon très précoce. Et donc ça s'inscrit vraiment dans la logique dans laquelle on est aujourd'hui, avec des outils de diagnostic qui nous permettent de voir très tôt l'apparition d'une lésion. Et donc, nous, au travers de ce type de dispositif, on veut accompagner les praticiens dans oui, c'est passionnant parce que c'est un concentré de tout ce qui se fait en ce moment en matière d'innovation biomédicale. C'est-à-dire qu'effectivement, on l'a beaucoup dit, l'une des vraiment aujourd'hui applications les plus précises de l'intelligence artificielle, c'est justement la lecture des radios très très fines et la détection très très tôt de signaux anormaux dans le corps. Et on va ensuite jusqu'à ce qu'on appelle la chirurgie non invasive, c'est ça aujourd'hui, Bertrand ? Alors mini-invasive en ce qui mini-invasive, mais qui permet de réduire énormément les temps d'hospitalisation. C'est tout à fait ça. Et donc les coûts liés à cet aspect, ce qui permet de dire d'ailleurs, le fameux sujet, la rajouter des lits, supprimer des lits, etc. La médecine, de toute façon, multiplie les efforts pour qu'on reste le moins longtemps possible à l'hôpital aujourd'hui. Exactement. C'est ce qu'on appelle donc la médecine ambulatoire. Exactement. Et d'ailleurs, on a déjà, avec le dispositif Epion, traité des patients de façon ambulatoire. C'est-à-dire un patient qui est arrivé le matin, qui a été traité, qui a pu rentrer chez lui le soir. Pour arrêter un cancer, quand même. Pour arrêter un cancer du foie. C'est pas, absolument. Voilà, c'est pas l'appendicite non plus, quoi. C'est un vrai sujet. Pourquoi une co-entreprise en Chine ? Parce que le marché chinois est un marché qui est extrêmement important en termes de taille. C'est un marché qui, malheureusement, pour les Chinois en tous les cas, est le premier marché en termes donc, de patients souffrant du cancer du foie. Parce qu'ils découvrent ces maladies liées en partie à l'alimentation, à la suralimentation. Parce qu'ils sont 1 milliard pour toutes les raisons que tu avances. Et donc, pour une société de medical device, de medtech, comme on dit, aujourd'hui, le marché chinois, c'est quasiment incontournable. Jadis, il y a 10-15 ans, une société devait s'implanter aux États-Unis. C'est toujours le cas. Mais aujourd'hui, il y a un deuxième marché qui est très important, c'est la Chine. Et donc, nous, on a fait ce choix très tôt de commencer à développer une stratégie pour adresser le marché chinois. Tu vois bien où je veux t'emmener, parce que tout ce qu'on entend autour de la Chine, et notamment quand on est sur des procédés comme cela, c'est en gros pas de respect de la propriété intellectuelle, et dans 2 ans, ils diront « Bertin, c'était super, tu nous as bien aidés, mais maintenant les robots, on va les faire sans toi ». Oui, de toute façon, si tu veux, l'innovation, c'est une course permanente. Donc, en fait, je crois que le vrai débat, c'est de toujours rester au top, je dirais, de l'innovation, de façon à toujours être devant. C'est-à-dire que c'est sûr que si on s'installe dans une logique où on va considérer qu'on est arrivé à un point final et que donc maintenant on va essayer de se protéger, ça ne fonctionnera pas. La meilleure façon de se battre, je dirais, contre ce type de dérive, c'est tout simplement de continuer à innover en permanence pour toujours avoir un temps d'avance. Donc nous, on n'a pas peur, en fait. Dans mon expérience précédente, le marché chinois, c'était le 3e marché en termes de commercialisation. Donc on a déjà vendu des choses en Chine, on sait ce que c'est, on connaît le marché chinois. Et donc oui, effectivement, c'est un marché qui fonctionne de façon différente. Et c'est à nous simplement de l'aborder. Et la meilleure façon de l'aborder, c'est de rester toujours extrêmement innovant, avec toujours un temps d'avance. Donc ce que tu penses, c'est, ok, peut-être que dans 2 ans, ils feront... c'est bon. Comment elle s'appelle déjà ? Epion, voilà. Voilà. Peut-être que dans 2 ans, ils feront Epion, mais moi, je serais passé à Sarah ou à Rosalie ou Marie-Amélie, je ne sais pas comment. Ça. On va faire évoluer Epion, on va apporter des fonctionnalités de façon à toujours avoir un temps d'avance. Oui, mais à un moment, toi, dans ton projet, c'est-à-dire je fais des prototypes ou des semi-prototypes, parce que Rosa, par exemple, t'en construis combien ? T'en as construit combien avant de vendre ? On avait une base d'installés d'à peu près 100 robots dans le monde. Voilà, c'est quelques dizaines. Ouais. Et à chaque fois, tu montes en puissance. À un moment, tu te dis, je vais faire de la grande série, ou c'est pas du tout ta démarche intellectuelle, ou votre, parce que vous êtes plusieurs, votre démarche de construction d'entreprise. En fait, il faut bien comprendre que dans notre métier, il y a 2 métiers différents. C'est un peu similaire à ce que l'on a dans l'industrie du médicament, et on le comprend mieux dans le médicament. Dans le médicament, il y a des gens qui sont capables de mettre au point des molécules. D'ailleurs, c'est pas un hasard si on a Moderna qui s'associe avec Pfizer. C'est que d'un côté, il y a des gens qui sont capables de mettre au point de nouvelles molécules qui fonctionnent, et puis après, il y a ceux qui ont la puissance de feu pour pouvoir délivrer
ces produits dans le monde entier. Et en fait, c'est deux métiers différents. Dans notre secteur, c'est la même chose. Il y a les gens qui ont les capacités à mettre au point de nouvelles technologies, montrer qu'elles fonctionnent. Et puis après, il y a ceux qui ont les épaules pour pouvoir le diffuser au niveau mondial. Et en fait, dans cette catégorie, c'est plus un métier de logistique, en fait. C'est essentiellement un métier de logistique. Il faut avoir des milliers de salariés dans le monde entier, avec des services après-vente, etc. C'est un autre métier. Et dans la preuve de concept, être capable d'initier le marché, de commencer à vendre un certain nombre de produits sur le marché, ça fait partie de la démonstration. Donc, en fait, nous, on est dans cette logique-là. Ouais. On est dans cette première phase. Et puis ensuite, après, pour la deuxième phase, soit, effectivement, on se fait racheter par un groupe tel que Zimmer Biomet qui ensuite... Zimmer Biomet, eux, par exemple, ils ont la capacité... C'est ce qu'ils font. Ils ont vendu des centaines... Aujourd'hui, depuis 2016, ils ont vendu des centaines de robots dans le monde. C'est des centaines de robots. Ils ont annoncé dernièrement, puisque c'est une société qui cote en bourse, en 2020, ils ont vendu 320 robots. Donc, ils en vendent, je dirais, à tiers-larigot, parce qu'ils ont effectivement la logistique pour le faire. Puis après, il y a quelques sociétés, rares, très, très peu, qui sont capables de basculer du premier modèle au deuxième. Et là, c'est un challenge qui est assez important parce que effectivement, ça requiert d'être capable de complètement transformer sa société. Ça nécessite de lever des capitaux de façon extrêmement importante pour passer d'une société en mode, je dirais, commando à une société en mode armée de garnison qu'on va déployer dans le monde entier. Voilà. C'est ça, ça devient hyper capitalistique à ce moment-là. Exactement, tout à fait. Et c'est ce qu'il faut qu'on soit capable de faire en France. Oui, mais t'as envie de le faire, toi, ou pas ? Bien sûr, j'ai envie de le faire. Bien sûr. C'est ce que j'entends lorsque je dis je veux aller plus loin. C'est-à-dire que être capable de mettre au point une technologie, montrer qu'elle fonctionne, ça on l'a déjà fait. On sait qu'on est capable de le faire. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de démontrer qu'on soit capable d'aller plus loin et pourquoi pas diffuser à une échelle beaucoup plus importante, effectivement, ces technologies. Parce que quand tu décrivais l'écosystème qui est en train de se construire à Montpellier, en fait, mais je pensais furieusement à Airbus. C'est-à-dire, je pensais furieusement à la façon dont on arrive à un moment à avoir toute la chaîne de valeur. Et je crois, c'est un industriel qui m'a dit ça récemment, on est le seul pays au monde à pouvoir construire un avion, un Airbus évidemment, un avion de A à Z. C'est quand même un truc. Et donc, voilà, le sujet est là. Mais tu ne pourras pas le faire tout seul. Il va falloir que tu agrèges. Voilà. Il faut des compétences, il va falloir effectivement, il y a beaucoup de choses à apprendre, mais il faut également du carburant. Et le carburant, c'est l'argent, c'est les capitaux. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on a mis en place un certain nombre de solutions pour permettre de faire émerger des startups. Aujourd'hui, quelqu'un qui a une idée, qui est compétent, trouvera de l'argent pour se faire financer. Aujourd'hui, la difficulté, c'est lorsque l'on veut emmener des startups, des sociétés, à une échelle beaucoup plus ambitieuse. Y compris la tienne. Voilà, ouais, c'est là où c'est beaucoup plus compliqué. Typiquement, lorsqu'on veut faire des tours de table de plusieurs dizaines de millions d'euros, de 30, 40, 50 millions d'euros, ça devient compliqué en France, voire même en Europe. Et donc là, on est obligé de se tourner soit vers les États-Unis, soit vers l'Asie. D'où cette idée qui revient régulièrement, le Nasdaq européen. Pour le coup, ce serait effectivement quelque chose, là, sans doute, de fondateur, quelque chose qui changerait la donne. Juste une toute dernière question, ça aurait pu être la première, finalement, c'est la dernière. Ta vraie barrière à l'entrée, c'est quoi ? Le truc qui fait que tu as quelque chose qu'aujourd'hui personne n'a, et que tu as cette confiance que tu diffuses, qu'on n'est pas prêt de te rattraper. Alors, en fait, ça tient au fait que, comme tu l'as un peu décrit tout à l'heure, on est dans un domaine qui est assez hybride. En fait, on est au carrefour de compétences complètement diverses. C'est-à-dire, bien évidemment, il y a une capacité à comprendre la problématique médicale d'une façon générale, à parfaitement l'analyser et comprendre comment on peut l'améliorer. Il y a une problématique, bien sûr, technologique. Être capable de mettre au point une technologie qui, effectivement, répond à la problématique qu'on a identifiée. Il y a une problématique réglementaire. On est dans un contexte qui est de plus en plus contraint. Aujourd'hui, mettre sur le marché un dispositif qui va intervenir directement sur un patient, on fait face à des contraintes réglementaires extrêmement élevées. Et puis, enfin, il y a une dimension financière, économique. Il faut être capable de comprendre tout cela dans un environnement économique, en tous les cas avec un modèle économique qui fonctionne. Et je dirais que c'est la combinaison de tout cela
qui fait en fait la barrière à l'entrée. Il y a des gens qui maîtrisent un ou deux composants, mais lorsqu'on veut maîtriser les 4 à la fois, en fait, il y a très très peu de gens qui ont cette maîtrise. Merci Bertin. Bon, plaisir. À bientôt pour l'arc montpelliérain sur la robotique chirurgicale. Bertin Naoum donc était notre invité sur Bismart. On se retrouve dans un instant.